Bonjour donc à toutes et tous pour ce nouveau midi de l'IREMO. La Tunisie vient de sortir d'un cycle électoral important avec un scrutin législatif le 6 octobre dernier et un scrutin présidentiel anticipé le 15 septembre et le 13 octobre. Aux législatives, pour simplement rappeler les chiffres principaux, Ennahda, le parti islamiste, est arrivé en tête avec près de 20% des voix, d'après les suffrages exprimés, évidemment. La participation électorale a dépassé de peu les 40%. Donc c'est 43%. C'est quand même un chiffre qui n'est pas sans signification, je pense. Qui n'est pas très glorieux non plus. Voilà, c'est pas très glorieux. Mais enfin, on est mal placé en France avec la participation électorale pour donner des leçons à la terre entière, vu de... Non, mais il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de montrer que, dans ce cas, je vous interromps une seconde, d'abord qu'en France, ça dépend des scrutins. Évidemment, il y a des scrutins qui sont désertés par l'opinion, il y en a qui ne le sont pas du tout. Voilà, et là, quand même, le scrutin législatif est un scrutin très important en Tunisie, il a été partiellement déserté par l'opinion. Alors, je vous allez avoir longuement la parole, là, moi, c'est très très bref. Donc, après Ennahda, il y a au cœur de la Tunisie, qui a fait près de 15%, et 5 autres partis qui font autour de 5%. À la présidentielle, comme vous le savez, c'est Kais Saied qui l'a emporté, avec près de 73% des suffrages, face à son adversaire, Nabil Karoui, qui sortait de prison quelques jours avant. Pas très pratique pour mener une campagne électorale. Alors tout le problème, c'est au fond, c'est pour ça qu'on a invité Sophie Bessy, c'est comment interpréter ces résultats, pas seulement de manière conjoncturelle, mais aussi dans la longue maintenant trace de la révolution tunisienne. Alors je vous présente Sophie Bessy, c'est à peine besoin de le faire parce qu'elle est très connue, elle est historienne, elle est journaliste. Elle a été rédactrice en chef de plusieurs magazines et revues avant de devenir consultante auprès d'organisations internationales en Afrique. Elle a enseigné à l'INALCO et à Paris 1 et écrit une douzaine d'ouvrages traitant du Maghreb et du monde arabe. Le dernier, qui se trouve ici, est son histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours chez Talandier en 2019. Alors Sophie Bessis vient d'apprendre les règles du jeu. Donc je lui dis que ce n'était pas 4 heures d'intervention liminaire, Je suis incapable de faire mais 35 minutes. Non, mais parfois on le fait en hommage à Fidel Castro. Mais il faut des anniversaires, quoi, particuliers. Donc elle a 30-35 minutes pour introduire un peu le sujet. Je n'ai parlé que de politique. Il y a évidemment une question économique et sociale majeure qui doit être évoquée, je pense. Et puis ensuite, ce sera, comme toujours, à vous de lui poser des questions, de contester ses analyses, de les approuver, de siffler, d'applaudir, enfin comme vous voulez, comme toujours, de manière conviviale et courtoise. Voilà. Donc c'est à vous. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité, bien qu'il soit relativement malaisé de parler de cette séquence électorale qui vient de s'achever donc dimanche dernier avec la victoire de Kais Saied et cette fois-ci avec un taux de participation beaucoup plus conséquent puisqu'il est de 58%. Et donc il a été élu avec plus de 72% de 58% des électeurs inscrits, ce qui est quand même extrêmement important et qui prend dans la Tunisie actuelle des allures de plébiscite, incontestablement. C'est un vote de nature plébiscitaire. Même si, effectivement, si on le rapporte à la population en âge de voter, c'est moins important, c'est à peu près 40%. Alors, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer ce véritable séisme dans la vie politique tunisienne depuis 2011. C'est un séisme, ou plutôt, c'est une réplique extrêmement puissante et totalement inattendue par la classe politique du séisme de la révolution de 2011. C'est la plus puissante réplique, et la seule d'ailleurs en réalité, de la révolution de fin 2010, début 2011, et qui a donc hissé à la magistrature suprême un homme totalement hors système,
qui est un homme totalement nouveau, inconnu du plus grand nombre, mais pas inconnu de tous, parce qu'en réalité, ce qui est très intéressant, mais on n'aura pas le temps, enfin moi j'aurais pas le temps d'en parler, son type de campagne, et qu'il laboure la jeunesse de ce pays depuis 2011 en réalité, et qu'il était très connu par un certain nombre de segments de la population, mais qu'il n'avait pas du tout, et il était connu aussi grâce aux médias, mais il n'a pas du tout fait de campagne au sens classique du terme. Et donc voilà un homme nouveau, hors système, qui est résolu, d'après ses dires, et il est très avare en parole, à bouleverser l'architecture institutionnelle du pays, mais qui n'a aucun programme. Voilà, en gros, mais je reviendrai sur le personnage. Et à mon sens, il y a deux types de causes qui peuvent expliquer cette réplique dont je parlais. Première, je vais essayer de m'attarder un peu là-dessus. D'abord, l'évolution du paysage politique depuis 2014, c'est-à-dire au cours de la dernière législature. Et deuxièmement, pourquoi lui? Et pourquoi si bien élu? Et je crois qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer pourquoi lui et pourquoi si bien élu. Alors d'abord, depuis en 5 ans, puisque les dernières élections présidentielles et législatives dataient de fin 2014, en 5 ans, le paysage politique tunisien a profondément changé. Il n'a rien à voir, ou fort peu à voir, disons, pour être plus nuancé, avec ce qu'il était en 2014. D'un côté, le parti Nida Tounes, qui avait été fondé par Béji Caïd Sebsi, président de la République, mort le 25 juillet dernier, qui avait été fondé en 2012 par Béji Caïd Sebsi, s'est totalement délité au cours de la dernière législature, s'est scindé en une série de chapelles concurrentes, puisque il y avait, sur les 26 candidats au premier tour de la présidentielle, il y en avait une grosse demi-douzaine qui étaient issus de ce parti. Bon. Et donc il s'est scindé donc, en plusieurs chapelles, dont aucune, au cours des dernières années, n'a eu de discours susceptible de mobiliser la population et l'opinion. Absolument aucune. Alors toutes ces chapelles ont plus ou moins participé au pouvoir, mais petit à petit, elles sont devenues totalement hors sol. Et puis ce parti a éclaté aussi du fait du népotisme de son chef, bon, dans la mesure où sa conception dynastique de la direction de ce parti a fait éclater le parti. Donc, en fait, en 2014, de 2012 à 2014, Béji Caïd Sebsi avait mobilisé autour de lui tous ceux qui voulait faire échec au parti islamiste Nahda, qui avait, lui, monopolisé le pouvoir de 2011 à 2013 et dont la gestion avait été désastreuse pour le pays. Absolument désastreuse. Et donc, il a réussi. Donc, Nida Tounes était un parti hétérogène, bien sûr, dont disons, le ciment était la volonté d'une bonne partie de l'électorat de barrer la route au parti Nahda. Voilà. Élections. Nahda perd les élections. D'ailleurs, vous allez voir que tout est relatif en Tunisie. Je vous donne un chiffre en digression qui m'apparaît important. 2011, les élections à l'Assemblée constituante, Nahda les gagne avec 97 députés. 2014, Nahda les perd avec 69 députés. 2019, elle les gagne avec 52 députés. Donc vous voyez qu'en réalité, il faut regarder davantage le nombre absolu d'électeurs de cette formation plutôt que ses pourcentages et le nombre de députés qu'elle obtient. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, Béji Caïd Sebsi avait mobilisé contre Nahda. Et dès son arrivée à Carthage, au siège de la présidence, il fait une alliance avec un Nahda qui, au fil des années, devient une véritable cogestion du pays avec le parti islamiste. Donc, c'est une cogestion du pays qui, d'ailleurs, révolte, si je puis dire, une partie des deux électorats, que ce soit l'électorat de Nida Tounes ou l'électorat de Nahda, la portion dure de l'électorat de Nahda. Donc, co-gestion du pays jusqu'à l'année dernière, plus ou moins. Bon. En face, Nahda a monopolisé le pouvoir de 2011 à 2013 avec 2 supplétifs, mais enfin c'était un Nahda qui avait le pouvoir, et a
co-géré le pays avec Béji Caïd Sebsi de 2014 à 2019. Mais ce parti aussi a connu un processus de fragmentation important. Ce parti n'est pas le parti plus ou moins monolithique qui était sorti de la clandestinité en 2011 au moment de la chute de la dictature de Ben Ali. Et il a connu une fragmentation du fait de divergences et stratégiques et tactiques. Je dirais, contrairement à ce que l'on peut croire dans des pays comme la France, pas à cause de divergences idéologiques. Les divergences idéologiques passent au deuxième plan. Ce sont essentiellement des divergences stratégiques et tactiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le socle idéologique du parti n'a pas fondamentalement évolué. En revanche, les stratégies, elles, et les tactiques évoluent, j'y reviendrai tout à l'heure, dans la conjoncture actuelle. Et donc, là encore, si on se réfère au premier tour des élections présidentielles du 15 septembre, il y avait 4 ou 5 candidats issus de la mouvance islamiste. Évidemment, le parti Ennahda avait un candidat officiel en la personne de Abdel Fattah Moro. Beaucoup de méchantes langues, mais c'est pas forcément faux. On dit que c'était le candidat officiel parce que Ennahda n'avait pas envie de gagner les élections présidentielles et que Moro n'était pas fait pour gagner, que Ennahda n'avait aucune envie de les gagner, puisque je crois que le parti Ennahda est le seul de l'arc politique tunisien qui a compris réellement que la Tunisie était un régime parlementaire et n'était pas un régime présidentiel. Vous savez, il y a une contradiction en Tunisie, c'est que depuis la Constitution de 2014, la Tunisie est un régime parlementaire, mais la culture politique est une culture politique présidentialiste. Donc, tout le monde met en avant les élections présidentielles, alors que le contrôle de l'Assemblée des représentants du peuple, c'est ainsi que s'appelle l'Assemblée nationale maintenant, est beaucoup plus important que le contrôle du palais de Carthage. Donc, là encore, fragmentation. Donc, c'est ce qui explique cette fragmentation. Si vous voulez, en 2014, il y avait un bipartisme, de fait, avec quelques petits partis qui avaient réussi à franchir le seuil des élections. En 2019, il n'y a pas de bipartisme, il y a une fragmentation totale du paysage politique, mais, si je puis dire, et nous y reviendrons également, une seule chose rassemble cette galaxie partisane, c'est leur incapacité, à tous, de pouvoir résoudre la question économique et sociale en Tunisie. De ce côté-là, personne ne peut présenter un programme susceptible de répondre à deux enjeux qui parfois peuvent être contradictoires, sortir le pays du marasme économique très grave dans lequel le pays se trouve, et répondre à un certain nombre d'attentes sociales insatisfaites. Et parfois, effectivement, les choses peuvent se catapulter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce paysage politique? Le résultat de l'immobilisme politique, des luttes de clans qui ont complètement aussi fait éclater ce paysage, des querelles d'ego qui ont été données en spectacle aux Tunisiens depuis 5 ans, d'horizons politiques pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin au pouvoir, qui ne sont pas des horizons politiques, mais qui sont des horizons purement électoraux. Donc, tout cela a fait que les Tunisiens et les Tunisiennes se sont mis à vomir leur classe politique. Et le premier tour des élections présidentielles, qui a été ce premier séisme, a été, pour employer un vocabulaire à la mode depuis 2011, un vote sanction du dégagisme. On a dégagé tous les candidats de la classe politique traditionnelle. On les a tous dégagés au profit de candidats populistes, avec des créneaux populistes différents. Mais tout de même, moi, ce que j'appelle populiste, pour qu'on soit clair, c'est quelqu'un qui n'en appelle qu'au peuple, mais le peuple étant un construit politique, comme vous le savez, c'est lui qui choisit qui il va mettre dans le mot peuple. Et c'est comme ça qu'on peut définir le populisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans le mot peuple? Et tout le monde n'est pas tout le monde dans le mot peuple. Bon, donc, des candidats populistes. Alors, le premier, Nabil Karoui, qui se présente comme hors système, mais qui n'était pas du tout hors système en réalité, puisque c'est un des fondateurs du parti Nida Tounes avec Béji Caïd Sebsi. Donc vous voyez qu'il est loin d'être hors système, homme
de médias, donc homme d'affaires très douteux également, et qui, en fait, depuis plusieurs années, a des ambitions présidentielles et s'est transformé en Père Noël. S'est transformé en Père Noël, c'est-à-dire qu'il a fait une politique de la charité compassionnelle en apportant aux pauvres des campagnes, des zones rurales arriérées, etc. Parce qu'il voulait. Tout était rediffusé sur sa chaîne de télévision, n'est-ce pas? Et c'était parfois cocasse. C'est voilà, Nabil Karoui va dans un village, il y a une vieille femme avec son vieux foulard, il dit quel est le rêve de ta vie? Moi, je veux un frigidaire avec un congélateur. Le lendemain, le camion arrive avec le frigidaire avec le congélateur. Mais ça se passait vraiment comme ça. Hein, c'est pas, je ne caricature absolument pas. Donc, voilà. Et qui, avec cette politique compassionnelle, eh bien, s'est attiré des franges d'électorat, plutôt, ça, le décryptage des élections l'a montré, plutôt âgées, pauvres, rurales, femmes âgées, pauvres. Beaucoup, énormément. Deuxième candidat, Kais Saïd. Kais Saïd, une énigme, et qui est encore aujourd'hui une énigme, en réalité. Alors, disons, la Tunisie institutionnelle ne le connaissait pas. Ne le connaissait absolument pas. Et il arrive au deuxième tour devant Nabil Karoui, qui était donné gagnant, à la stupéfaction générale, sauf de ceux qui le connaissaient. Bon, puisque même pendant la campagne électorale, tout le monde se moquait un peu de lui. Son surnom, c'était Robocop, parce qu'il a effectivement un visage totalement impassible, dont aucun muscle ne bouge jamais, et donc il était appelé Robocop par les citoyens. Alors, lui aussi, évidemment, est hors système. Je reviendrai sur lui dans un petit moment. Et puis, il y avait quelques personnalités, toujours dans ces 26 candidats, qui se qualifiaient de hors système également, et je dirais plutôt extrêmement conservatrices, plutôt à droite du parti de Ennahda, si l'on peut dire, avec des relents xénophobes, hyper-nationalistes, etc., dont l'un d'eux, d'ailleurs, Saïfeddine Makhlouf, à la tête d'un parti qui s'appelle El Karama, qui veut dire dignité, bien, a obtenu quand même 22 députés à l'Assemblée, et c'est un parti extrêmement à droite. Donc, voilà le paysage. Alors, pourquoi Kais Saïd? Pourquoi? Comment peut-on expliquer son élection? Là aussi, il faut regarder son électorat. Kais Saïd a été élu par une jeunesse éduquée, sans emploi. Voilà. En gros, le cœur de son électorat, ce sont des jeunes, ce sont des moins de 35 ans. C'est-à-dire que plus de 80% des moins de 35 ans ont voté Kais Saïd, ce qui est quand même sociologiquement extrêmement intéressant. Et une jeunesse éduquée, c'est-à-dire qu'elle est constituée pour partie, et pour une partie non négligeable, de ces fameux diplômés chômeurs. De ces fameux diplômés chômeurs qui ne sont pas la marge, mais le centre. Tout à fait. Voilà. Donc cette jeunesse, en fait, éduquée, réduite au chômage par... cela dit, le phénomène des chômeurs diplômés, je fais une parenthèse, n'est pas un phénomène typiquement tunisien. Il est né au Maroc 10 ans avant la Tunisie, bon, il est dans plusieurs pays. Donc, en fait, et puis c'est aussi les segments, je dirais, inférieurs des classes moyennes, qui ont vu, depuis des années et des années et des années, depuis déjà le régime Ben Ali, l'ascenseur social en panne, et en fait, ce sont les couches sociales et les générations abandonnées qui ont réclamé, par l'élection de Kais Saïd, de toucher les dividendes de la révolution de 2011. Lesquels dividendes économiques et sociaux n'ont été touchés par personne. Des dividendes politiques, il y en a eu, et il ne faut pas les négliger. D'abord, une totale liberté d'expression, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait nouveau, et puis une acceptation des règles de la démocratie formelle, enfin de la démocratie tout court, je n'aime pas le terme de formelle, puisqu'on peut regarder la transition, le défunt président Kais Saied est mort le 25 juillet, la transition institutionnelle s'est faite en 4 heures, exactement dans les formes
les plus parfaites, et les élections se sont très bien passées, malgré la détention de Nabil Karoui, qui était effectivement inculpé de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Alors bon, là on a dit que c'était une arrestation politique. Les débats sont très... Je ne prendrai pas position là-dessus, dans la mesure où les débats sont très contradictoires en Tunisie. Et puis, quelques jours avant le deuxième tour, la Cour de cassation a pris une sage décision en le libérant, et il a participé quelles que soient les charges qui pèsent contre lui et qui n'ont pas été levées. Hein. Mais pour qu'il y ait quand même un minimum d'égalité devant le suffrage, il a été libéré, il a participé au débat. Donc, je reviens à Saïd. Ce nouveau président qui va prêter serment à la fin de la semaine prochaine, je crois, n'a aucun programme, mais il a un message. Et son message, il le martèle tout le temps, rendre le pouvoir au peuple. C'est son seul message. Voilà. Et c'est ce qu'il martèle partout, dans les rares médias, mais dans toutes les conférences qu'il a pu faire, et auprès des jeunes. Rendre le pouvoir au peuple. C'est exactement son slogan, le peuple veut, qui était le slogan de la Révolution. Le peuple veut. Alors, et ce n'est pas forcément un oxymore, ce que je vais dire aujourd'hui, parce que de tels profils ont existé dans l'histoire d'autres pays, et il est un ultra-conservateur révolutionnaire. Bon. Alors, ça pourrait vous paraître un oxymore, mais ça ne l'est pas, en définitive. Il est ultra-conservateur sur le plan sociétal, incontestablement. C'est-à-dire qu'il partage une partie tout à fait importante de son socle de conviction sociétale avec le parti Ennahda. Et c'est bien la raison pour laquelle le parti Ennahda a appelé massivement à voter pour lui au deuxième tour. Mais il est révolutionnaire dans le sens où il veut chambouler la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a alors une sorte d'anarchisme néo-kadhafiste, pourrait-on dire, d'une certaine façon, dans la mesure où il souhaite dissoudre l'Assemblée, qui vient d'être élue, cela dit, hein, pour renverser la pyramide institutionnelle et faire une démocratie qui partirait de la base pour arriver au sommet. Alors avec des comités locaux qui seraient élus par la population, qui éliraient eux-mêmes des comités régionaux. C'est la Jamahiria. C'est la Jamahiria, absolument. C'est pour ça que je dis que c'est une sorte de néo-kadhafisme. Avec donc, c'est vraiment la Jamahiria, l'état des masses. L'état des masses. Et avec une redevabilité des élus, c'est-à-dire que les élus peuvent être révoqués en cours de mandat. Voilà. S'ils ne satisfont pas leurs électeurs. Bon. Par ailleurs, il est imprégné d'idéologie nationaliste arabe, incontestablement, fortement imprégné de nationalisme arabe, mais il hésite à recueillir le soutien du parti El-Karama, qui est tellement xénophobe que il est très prudent, il s'en éloigne. D'une certaine façon, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut remonter en arrière un peu, il est un miroir de la Tunisie d'aujourd'hui. Il a l'âge de l'indépendance. Il est né en 1958. La Tunisie a été indépendante en 1956. Il a l'âge de l'indépendance. Il est né politiquement en 2011, puisque ses premières apparitions politiques, c'est Kasbah 1 et Kasbah 2, c'est-à-dire les deux grandes manifestations immédiatement post-révolutionnaires. Et donc, c'est pourquoi? Parce que quand on regarde la majorité des Tunisiens, et une grosse majorité des Tunisiens, une petite majorité des Tunisiennes, on va dire, parce qu'ils ne votent pas toujours de la même façon. Eh bien, au fond, ces Tunisiens et ces Tunisiennes sont le produit, bien entendu, d'une entreprise de modernisation tout à fait ambivalente depuis l'indépendance. Modernisation réelle, certes, dont l'emblème, le fanion, l'étendard et le code du statut personnel, bien entendu, que d'aucuns, et non des moindres dans la vie politique de la Tunisie, ont parlé, on dit que ce code du statut personnel était la véritable constitution de la Tunisie. Bon, c'est pas faux d'une certaine façon, c'est pas faux. Et donc, mais en même temps, ils sont aussi, les Tunisiens et les Tunisiennes sont aussi profondément conservateurs. C'est une tradition conservatrice qui n'a pas disparu et en fait,
sur le plan des libertés, par exemple, je vous en donne un exemple, ils sont tout à fait, comme je vous le disais il y a un instant, favorables aux libertés publiques, à la démocratie, au droit de choisir leurs gouvernants, de les révoquer par des élections, mais tout à fait hostiles à l'extension du champ des libertés individuelles. Bon. Une majorité est hostile à l'extension de ce champ des libertés. Il y a des minorités agissantes, importantes, et qui pèsent dans le débat politique, mais ces minorités ne sont pas majoritaires, comme leur nom l'indique. Bon. Et puis depuis 30 ans, il ne faut pas oublier, depuis 30 ans ou plus, il y a un regain de religiosité dans le pays, comme dans la totalité du monde arabe d'ailleurs, et l'inscription durable de l'islam politique dans le paysage depuis le début des années 80, même s'il a connu des périodes de répression tout à fait épouvantables, mais il y a une inscription dans le paysage politique et sociétal qui fait qu'effectivement, il y a un regain de conservatisme en Tunisie incontestable. Donc voilà un petit peu, à mon sens, les raisons plus profondes pour lesquelles un Qaïs Saïd a pu être élu. Troisième point que je voudrais aborder avec vous avant de vous laisser la parole, c'est quelle perspective. Bon, alors évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, et c'est très opaque, mais on peut peut-être... D'abord, le Qaïs Saïd, comme je vous le disais, veut changer la Constitution, mais s'il n'a pas le pouvoir de le faire. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas oublier que la Tunisie, comme je vous le disais, est un régime parlementaire, et que les attributions du président de la République sont au nombre de 3. Les affaires étrangères, la défense, puisque, en fait, c'est le chef du gouvernement qui nomme les ministres, mais le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense sont co-nommés avec le président de la République, et il est évidemment le garant de la Constitution. Voilà, en gros, les attributions du chef de l'État, même si Béji Caïd Sebsi avait tordu la Constitution dans un sens présidentialiste, et il avait pu le faire en l'absence de cour constitutionnelle, puisque c'est un organe central de l'architecture institutionnelle de la Tunisie, et cette cour constitutionnelle, seule à même d'interpréter la loi fondamentale, n'a pas encore été nommée depuis 5 ans. Donc, il veut changer la Constitution, mais il n'a pas le pouvoir de le faire. Quelle est l'allure de l'Assemblée? Elle est, comme je vous le disais tout à l'heure, totalement fragmentée. Il n'y a aucune majorité claire qui se dégage de l'Assemblée, puisque le groupe le plus important a 52 députés sur 217, c'est-à-dire moins d'un quart. Donc là, il va falloir des alliances, bien évidemment, puisque la majorité pour adopter n'importe quelle loi, c'est 109 voix. Donc, il faudra des alliances. Alors, qui avec qui? Qui avec qui? Qalb Tounes, le parti de Nabil Karoui, n'aurait, à mon avis, pas beaucoup de réserves pour s'allier avec Nahda si nécessaire. Certes, Nabil Karoui a fait sa campagne contre Nahda, accusant même Nahda de l'avoir mis en prison. Mais bon, vous savez, en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc il n'est pas impossible que Qalb Tounes s'allie avec Nahda. Ni l'un ni l'autre. Le parti Nahda, pourtant, El Karama a 22 députés. Pour l'instant, il est laissé à la marge parce qu'il est trop à droite, il est trop xénophobe, il est trop sulfureux, ce parti El Karama. Mais est-ce que nécessité faisant loi, on l'inclurait dans une majorité? À ce moment-là, ça voudrait dire une droitisation extrême de la majorité, et il ne faut pas oublier que Nahda veut garder une respectabilité internationale. Et si Nahda s'allie avec El Karama, sa respectabilité internationale en prendrait un coup, puisque là, même parce qu'il y a eu... Alors, ça rappelle beaucoup 2011, ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression parfois qu'on est revenu à 2011, dans la mesure où la victoire de Nahda en 2011 avait laissé libre cours à tous les discours extrémistes. Et là, alors là, tous les discours extrémistes se déchaînent aujourd'hui en Tunisie, vraiment se déchaînent sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. En disant, ben, ça y est, c'est le nôtre qui a gagné, en réalité, donc maintenant, à nous, alors discours racistes, discours homophobes, discours misogynes, etc. Bon, et Nahda n'arrête pas là de donner des assurances en disant non, c'est pas nous, c'est pas nous, non, c'est pas nous. Donc, on ne sait pas. Par ailleurs, Qaïs Saïd, le nouveau chef de l'État, ne cesse de dire qu'il est indépendant de tous les partis.
que c'est un homme totalement indépendant enfin, il va bien falloir qu'il gouverne avec une majorité, qu'il gouverne avec des partis. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, constitutionnellement, c'est Ennahdha qui est chargé de choisir le nouveau chef du gouvernement. Alors, la Constitution dit très explicitement que le parti arrivé en tête aux élections choisit le chef du gouvernement. Mais le chef du gouvernement n'est pas obligé d'appartenir à ce parti. Donc, Ennahdha a une marge de manœuvre relativement large. Et tout le débat intérieur aujourd'hui chez Ennahdha, c'est est-ce qu'on prend un des nôtres ou est-ce qu'on ne prend pas un des nôtres? On prend un personnage plus neutre, plus consensuel, voilà, pour diriger le prochain gouvernement. Bon, le prochain gouvernement serait composé de quel parti? Parce que même si le chef du gouvernement est une personnalité censée être indépendante, il faut bien satisfaire les bases électorales et on verra quelles peuvent être les relations entre le gouvernement et la Constitution. Ennahdha a déjà proclamé qu'ils étaient contre un changement, une modification de la Constitution. Bien entendu, puisque c'est le parti Ennahdha qui a choisi la forme parlementaire du régime. Donc évidemment, ils ne veulent pas... voilà. Donc, alors, est-ce que Kais Saïd a la volonté et les moyens de jouer le peuple contre les institutions? Ça, alors c'est une inconnue à laquelle je ne répondrai absolument pas. Ce que l'on peut dire, c'est que sur le plan économique et social, et j'en terminerai par là, sur le plan économique et social, c'est-à-dire sur les raisons qui ont fait que les Tunisiens et les Tunisiennes ont voté hors système, c'est-à-dire la dégradation de la situation économique et la dégradation des conditions de vie d'un grand nombre de citoyens. Eh bien, aucun programme ne se dessine. Kais Saïd n'en a aucun, et les groupes majoritaires à l'Assemblée n'en ont aucun non plus. Les islamistes sont des ultralibéraux, de toute façon, comme tous les islamistes de la planète. L'alliance de la Banque et du Coran est quand même une vieille figure, et regardez les principaux des monarchies du Golfe, donc qui sont quand même la meilleure illustration de cette alliance tout à fait organique entre la Banque et le Coran. Donc, le problème, c'est comment satisfaire les revendications sociales, dont une bonne partie sont des revendications tout à fait légitimes, même si elles ne le sont pas toutes, ou en tout cas. Comment satisfaire ces revendications, alors que d'un autre côté, tous les indicateurs économiques sont au rouge. C'est-à-dire déficit de la balance commerciale, déficit de la balance des paiements, augmentation de la dette intérieure et extérieure, pression, évidemment, des institutions financières internationales, dans la mesure où, s'il n'y avait pas les 300 millions de dollars du FMI tous les trimestres, l'État ne paierait plus ses fonctionnaires. Donc on en est quand même là. Il ne faut pas oublier que la masse salariale en Tunisie accapare 15% du produit national brut, ce qui est absolument considérable. Du fait d'ailleurs en grande partie de la politique d'après la Révolution, et de Ennahdha de 2011 à 2013, c'est créé une clientèle. Il y a eu entre 2011 et 2015, il y a eu 70 000 fonctionnaires de plus, 170 000 employés de plus dans le secteur public et la fonction publique. Donc vraiment grandes inconnues sur le plan économique, parce qu'il va bien falloir satisfaire la base sociale qui a élu, mais avec quel argent? Avec quel argent? Moi, je vois mal personnellement personne aujourd'hui dans la classe politique tunisienne n'est susceptible d'avoir le courage, ou d'ailleurs la volonté, de changer les paradigmes socio-économiques qui pourraient, à terme, et pas en 6 mois, remettre plus ou moins la Tunisie sur un chemin de reprise, disons. En revanche, sur le plan sociétal, il est évident qu'on s'achemine vers une pause des réformes, incontestablement. C'est-à-dire que toutes les réformes amorcées ou annoncées par les dernières années de la présidence Kais Saïed, c'est-à-dire dans la colib, l'égalité des sexes devant l'héritage, etc., ça, il est évident que dans le meilleur des cas, nous assisterons à une pause, dans le pire des cas, à des reculs. Incontestablement, parce qu'il y a une très nette droitisation sur ce plan-là du paysage idéologique
et politique tunisien. Alors, est-ce que ce sera la fin de la singularité tunisienne dans ces domaines-là? Je crois qu'il y a des acquis qu'il sera difficile de remettre en cause. Et que Kais Saïd ne veut pas forcément remettre en cause, d'ailleurs. Mais, là encore, c'est une inconnue. Voilà. Merci beaucoup. Quelques lumières dans le tunnel, c'est pas mal, c'est utile. Juste avant de donner la parole à nos amis, 2 questions, puisqu'elles me semblent découler un peu de ce que vous avez dit. La première, je voulais le rappeler, nous avons reçu ici, il y a quelque temps, évidemment, il y a longtemps même, Khanouchi. Et on a... Oui, ici. Enfin, c'était pas ici, à l'époque, l'IREMO était rue Basse des Carmes. Et c'était une séance très intéressante, en tout cas pour moi, c'était absolument passionnant, parce qu'on avait très bien vu combien cet homme, qui a des principes islamistes profondément ancrés, était en même temps capable de la plus grande souplesse tactique, et nous avait donné l'impression, je parle à ceux qui étaient là, de ne pas avoir une frénésie d'arriver vite au pouvoir, et au pouvoir solitaire, quoi. Et là-dessus, ce que confirme un peu ce que vous dites d'ailleurs, l'idée de prendre quelqu'un qui ne soit pas de Ennahda comme Premier ministre. Mais en même temps, vous me disiez, je trahis un secret juste avant qu'on commence, d'accord, mais ils ont conquis une bonne partie de l'État profond. Donc ça mériterait d'être peut-être explicité. Deuxième question, je ne suis pas un économiste distingué ni économiste, mais j'ai le sentiment que c'est pas seulement vrai de la Tunisie, c'est tout le Maghreb un peu. On a une Tunisie utile, qui elle marche plutôt pas mal, c'est-à-dire qui bénéficie des investissements nécessaires, etc., etc. Et puis on a une Tunisie, je ne dis pas inutile, ce serait pas gentil, mais qui est jugée inutile, et donc on laisse la grande masse de la Tunisie rurale à son sort, et son sort n'est pas... Est-ce que c'est pas une question centrale, en fond, pour quiconque voudrait changer les choses dans l'ensemble du panorama économique et social tunisien? Alors, je vais répondre à ces 2 questions. Effectivement, elles sont toutes les 2 extrêmement intéressantes. Pour ce qui est de Rachid Ghannouchi et du parti islamiste. Les islamistes, quand ils sont arrivés au pouvoir en octobre 2011, quand ils ont eu une large majorité à l'Assemblée constituante, ont cru possible à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'ils sortaient de l'exil ou de la clandestinité, en gros, et qu'ils avaient fréquenté le paysage tunisien depuis janvier 2011, c'est-à-dire depuis 6 mois. Il faut dire qu'ils avaient terriblement souffert. Incontestablement, ils ont été férocement réprimés. La chose est évidente. Férocement réprimés à l'époque de Ben Ali. Ils gagnent donc les élections et s'adjoignent 2 partis supplétifs pour gouverner. Et ils ont cru à l'époque qu'ils allaient pouvoir changer la société tunisienne très rapidement. Et si l'on se souvient de cette période appelée la période de la Troïka, c'était... La Tunisie avait totalement changé et c'était une offensive des fondamentaux de l'islam politique avec une alliance avec les salafistes et y compris avec des mouvements djihadistes, une alliance qui a été démontrée par la suite, extrêmement alarmante. Et les islamistes ont également essayé, ils avaient un projet de constitution parfaitement ficelé, d'imposer à la Constituante ce projet de constitution. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que la société civile tunisienne a résisté d'une façon, la société civile tunisienne, qui avait forgé quand même un corpus aussi durant la dictature, a résisté aux diktats du pouvoir islamiste, à la constitution, au projet de constitution qui avait été présenté en 2012 par le parti Ennahda. Et le parti Ennahda s'est rendu compte que la Tunisie ne pouvait pas être conquise comme ça. C'est pas possible. La Tunisie est un pays qui avait une histoire, qui avait... Ensuite, donc arrive la grande crise de juillet 2013, après 2 assassinats politiques d'hommes de gauche, tout de même, dont la paternité est attribuable à l'organisation secrète de Ennahda. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enquêtes sur cette fameuse organisation secrète.
à l'enterrement de Chokri Belaïd, il y a eu 1 million de personnes dans le pays, c'est-à-dire 10% de la population quand même, qui est sortie dans la rue contre Narda. C'est pas rien. Narda devient extrêmement impopulaire. Et donc, il y a des manifestations colossales pendant 1 mois, ce qu'on a appelé l'occupation du Bardo devant le Parlement. Et entre-temps, parce que la question extérieure est toujours importante, il y a le coup d'État militaire en Égypte, de juillet 2013 par Sisi. Narda prend peur. Ils prennent peur. Il y a une chose fondamentale chez Narda qu'il faut comprendre, ils ne veulent pas retourner en prison. Voilà. Ça, c'est extrêmement... C'est à cette période qu'on reçoit Ranouchi. Et donc, avec des dissensions très importantes en leur sein, mais ils acceptent le fameux quartet qui a eu le prix Nobel, la négociation, de quitter le gouvernement de compétence, et une constitution de compromis. Et puis après, cohabitation. Et depuis cette période, le parti Nada a une stratégie parfaitement intelligente de son point de vue, c'est d'y aller lentement et de ne pas apparaître au premier plan. C'est-à-dire, les Nahraouis aujourd'hui n'ont pas envie de nommer enfin, une grande partie, hein, il y a eu des dissensions au sein du Majlis al-Shura, etc., mais n'ont pas envie de nommer un des leurs. Bon, parce que cette conquête de l'État profond, qui est un objectif politique central de ce parti, il ne faut pas oublier, mais doit se faire avec le temps. Et ils n'ont pas non plus envie de heurter, de choquer leurs alliés occidentaux, qui sont quand même, il ne faut pas oublier que les États-Unis et l'Union européenne soutiennent Narda depuis longtemps, donc, mais au prix de sa séparation d'avec les salafistes, sa séparation d'avec les djihadistes, et donc il y a ce discours très consensuel du parti Al-Narda, puisque même à son congrès de l'année dernière, ce que la presse française d'ailleurs avait mal compris les choses, parce que toute la presse avait titré le parti Al-Narda sépare la religion de la politique, ce qui est totalement faux. La presse avait mal compris, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais ça c'est comment dire, c'est pas seulement la presse, hein, c'est que souvent en Occident on comprend mal. Au contraire, la presse se félicitait de ce fait, en disant c'est formidable, regardez un parti conservateur musulman, c'était pour féliciter Narda, c'est formidable, la politique et la religion sont séparées. Pas du tout. Quand on regarde, c'est un art à séparer la prédication de l'action politique. Quand même pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le prédicateur n'était plus un député. Voilà. Donc on sépare la prédication de l'action politique. On ne sépare pas la politique de la religion. Pas du tout. Donc c'est en cela qu'il y avait eu un faux sens, disons, extrêmement important. Donc voilà, la stratégie de Narda, ou d'une partie. Bon, Rachid Ranouchi, c'est son dernier combat aujourd'hui, hein, c'est un homme âgé, il aspire à avoir le perchoir de l'Assemblée, puisqu'il a été élu député dans la circonscription de Tunis 1, son parti étant premier, ça va dépendre des alliances, évidemment, mais il n'est pas impossible du tout qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Et donc là, il fait les représentants de Narda essayent de calmer le jeu. Cela dit, certains ont laissé éclater de leur joie le soir du 13 octobre avec des discours assez maximalistes. Hein. Donc il y en a qui se lâchent, qui n'arrivent pas à suivre Maintenant, Tunisie utile et Tunisie, entre guillemets, inutile. C'est un des fils conducteurs du bouquin que vous avez sous le nez. Parce que c'est cette fameuse « Y a-t-il deux Tunisie ?» Et ça parcourt l'histoire de la Tunisie depuis environ 2 millénaires, ce qui n'est pas rien. Hein? Voilà. Ça parcourt l'histoire de la Tunisie depuis environ 2 millénaires. Alors, pourquoi? Si je peux expliquer en 5 minutes, évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, évidemment, la Tunisie est un pays très ouvert, très côtier,
qui a participé, disons, à toutes les aventures de la Méditerranée et dont une partie de la population, depuis toujours, depuis les Puniques, depuis Carthage. Carthage est une thalassocratie, avant tout. Est un pays de commerçants, de petits agriculteurs sédentaires, de citadins. C'est-à-dire que la concentration assez cosmopolite a été jusqu'à l'indépendance. Le nationalisme de l'indépendance a détruit le cosmopolitisme de la Tunisie, comme dans tout le monde arabe. Hein, c'est pas... Donc en fait, la Tunisie a, depuis l'Antiquité, le taux d'urbanisation le plus important du Maghreb. Carthage, la Carthage romaine, je ne parle pas de la Carthage punique, était la 3e ville de l'Empire, après Rome et Alexandrie. Bon, donc, il y a cette tradition urbaine extrêmement importante. Et au début du XXe siècle, à peu près, la population urbaine était de 15 à 20% en Tunisie, ce qui était énorme pour l'époque, contre à peu près 5% en Algérie et au Maroc. Bon. Mais vous avez aussi, effectivement, dans l'intérieur du pays, une Tunisie avec d'autres traditions socio-économiques et socio-culturelles. Une Tunisie nomade et transhumante, une Tunisie des tribus, depuis l'époque d'ailleurs pré-arabe, hein, avant la conquête arabe, vous avez des grandes tribus berbères, on appelait les tribus numides à l'époque, et puis avec les invasions hilaliennes du XIe siècle, disons, cette Tunisie intérieure tribale a vu renforcer ses caractères de tribalisme, de transhumance, de nomadisme, etc. Alors, bien sûr, ces deux Tunisies se tournent le dos. Maintenant, la Tunisie est un petit pays plat. C'est un plat pays, hein, en grande partie la Tunisie, donc ces deux Tunisies se sont toujours rencontrées. Mais, depuis l'indépendance, donc les révoltes sont toujours venues de la Tunisie intérieure, hein, en Tunisie, jamais de la côte. Sauf peut-être à l'époque de Ben Salah, où les petits propriétaires exploitants fonciers se sont révoltés contre la collectivisation des terres. Mais à partir des années 70, les choix économiques de la Tunisie ont privilégié le littoral, incontestablement. Le choix touristique, c'est un tourisme balnéaire, c'est la plage, la mer. Donc effectivement, forcément, c'est le littoral. Et on n'a absolument pas privilégié le tourisme culturel, qui est, la Tunisie est un pays, et surtout l'intérieur, d'une richesse extraordinaire en vestiges antiques. Hein. Et comme les régions les plus riches étaient à l'intérieur, les grandes régions céréalières, eh bien, les vestiges les plus spectaculaires sont dans l'intérieur du pays. Mais il n'y a pratiquement pas eu de tourisme culturel. C'était le tourisme de masse, pas cher, les hôtels-usines. Ensuite, le choix du modèle exportateur de biens manufacturés. Quand on choisit ce modèle, on installe les usines près des ports. Forcément, on ne va pas faire 300 ou 400 kilomètres à des produits pour les exporter aux quatre coins du monde et essentiellement vers l'Union européenne qui absorbe plus de 70% du commerce des exportations tunisiennes. Donc il y a eu effectivement, peut-être pendant les premières années de l'indépendance, les premières décennies, il y a eu des tentatives de recoudre, disons, le tissu géographique de la Tunisie. Mais ce choix, à partir des années 70, a évidemment relâché ce tissu géographique de la Tunisie et à l'époque de Ben Ali, les choses sont allées en s'aggravant. Et aujourd'hui, effectivement, si on prend la révolution de décembre 2010, janvier 2011, c'est d'abord la Tunisie intérieure qui s'est révoltée, ces régions qui se sont toujours révoltées depuis l'Antiquité, et qui a été évidemment vite rejointe par la Tunisie côtière, hein, ou sinon cette révolte n'aurait pu être qu'une insurrection et n'aurait pas pu être une révolution si elle s'était arrêtée à ces régions-là. Et elle est devenue une révolution politique et pas seulement sociale du fait de... Alors, le problème aujourd'hui est très préoccupant. D'abord parce que il y a, disons, un élargissement du fossé entre ces deux Tunisies, incontestablement. Même si géographiquement la chose est plus compliquée, dans la mesure où les banlieues des grandes villes, et surtout la ceinture
des banlieues populaires de Tunis, c'est l'intérieur du pays qui s'est transporté en ville. Si vous prenez les populations des banlieues populaires, c'est vraiment ça. Donc, alors, les purs économistes vont vous dire pourquoi investir dans ces régions. Elles sont démographiquement en voie de désertification. Ce sont des zones économiquement répulsives, incontestablement. Et donc, il faut une volonté politique de faire et un cadre macroéconomique extrêmement élaboré, extrêmement pensé pour pouvoir redonner à ces régions, disons, du dynamisme économique et social. Ce n'est pas chose facile. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. La parole est à qui la veut. Vous attendez d'avoir le micro pour que, en regardant la vidéo qui paraîtra bientôt, on entende votre question, sinon ça fait bizarre. Voilà. Qui voudrait la parole? Ici, ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le fait que vous avez mis l'emphase sur les problèmes économiques et sociaux, c'est ça qui vraiment nous inquiète quand on lit les journaux et tout ça. Mais j'ai une question à propos du rôle, par exemple, des autres pays arabes, comme les Émirats ou d'autres pays du Golfe, ou d'autres pays qui sont en état d'aider la Tunisie maintenant. Et peut-être aussi le rôle de la France. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions ici, derrière vous? Oui, par rapport à ce dégagisme politique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de rendre la Tunisie plus saine, c'est-à-dire moins de corruption? Parce que ça se disait aussi. La corruption, l'affairisme, les gens qui s'en ont plein les poches. Pas seulement, bien sûr, les gens au pouvoir, mais les gens qui sont en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas eu cette volonté de main propre? Autre question qui n'a rien à voir, mais quand vous parlez de islamisation par l'intérieur profondément, qu'on voit, comment ça se fait concrètement? Comment les islamistes font pour que les choix, je pense au mode vestimentaire, je pense au voile par exemple, qui s'est généralisé, comment ça s'est fait? Comment ils font? Madame, ici. J'avais deux questions d'économie. Plus près. On a la Banque mondiale, et les économistes qui travaillent sur la Tunisie parlent du capitalisme de copinage. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez? Et je voulais vous interroger aussi sur les relations, sur le rôle de l'Union européenne du point de vue économique pour la Tunisie depuis 2011. Là-bas et ici, voilà. On peut s'arrêter quand tu veux. Hein, Je vous en prie. Vous avez parlé d'état des masses tout à l'heure. Oui. État des masses. Jamahiri. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un danger pour la Tunisie? Est-ce que... Ça n'est pas un danger? on peut s'arrêter là, hein, parce que sinon, on refait un tour, il n'y a pas de problème, on aura le temps. Alors, pour les partenaires extérieurs, puisque certaines parlaient des pays du Golfe, de la France, de l'Union européenne. Pour ce qui est des monarchies du Golfe, alors vous savez que les monarchies du Golfe font essentiellement des investissements de type politique, assez peu d'investissements de type économique, si je puis dire. Donc, clivage classique, le Qatar finance Ennahda, les frères musulmans, puisque Ennahda est issu de la confrérie des frères musulmans, et les Émirats et l'Arabie saoudite financent tout ce qui est anti-Ennahda. Bon, en gros, hein. Donc ça c'est d'une simplicité biblique, si je puis dire. Sans jeu de mots. Voilà, donc par exemple, une simplicité coranique. Voilà, une simplicité coranique. Voilà, donc en gros, bon, cela dit, il y a des investissements effectivement de type économique des Émirats et des monarchies
qui ne sont pas forcément pertinents, parce qu'en général, ce sont des investissements dans des projets immobiliers style Abu Dhabi ou Dubaï, etc., dont la Tunisie n'a pas besoin, et qui sont plus catastrophiques qu'autre chose. Bon. Alors, la France et l'Union européenne. Bon, la France et l'Union européenne sont des partenaires privilégiés de la Tunisie, puisque je vous disais tout à l'heure que la Tunisie fait 70% ou plus de son commerce avec les pays de l'Union européenne, dont essentiellement la France, l'Italie et l'Allemagne, en gros, de l'Espagne, on va dire les quatre, plus importants partenaires de la Tunisie. Alors, avec l'Union européenne est en négociation aujourd'hui un traité de libre-échange, l'ALECA, le traité de l'ALECA, et c'est le gros problème de l'Union européenne, si vous voulez, c'est que l'Union européenne, depuis 2011, incontestablement, a donné pas mal d'argent à la Tunisie. Il faut pas cracher dans la soupe. Il y a eu des dons, des financements assez importants. Mais enfin, que ce soit de la part de l'Union européenne ou d'autres, aucun financement n'est gratuit, même quand il s'agit d'un don. Et donc, il y a en instance ce traité de libre-échange qui est un traité tout à fait léonin pour la Tunisie, c'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, la Tunisie abandonne certains... L'ALECA est à l'image de tous les traités de libre-échange qui se négocient à l'heure actuelle. Hein, c'est pas un traité original, mais donc qui aura un impact tout à fait négatif sur l'économie tunisienne, dans la mesure où c'est un traité d'ouverture absolue, alors que certaines formes de protectionnisme, on le sait très bien aujourd'hui, sont indispensables pour les pays que l'on appelait naguère en développement. Et puis, c'est surtout l'ouverture du secteur des services, etc., la réciprocité absolue des avantages. Vous savez que, il y a deux types de traités. Hein. Les traités jusqu'à la fin des années 70, c'était dans la non-réciprocité des avantages, dans la mesure où les pays n'étaient pas au même niveau. Et depuis le triomphe du libéralisme, à partir des années 80, quels que soient les niveaux différents des pays, c'est la réciprocité absolue des avantages. Voilà. Et donc, l'ALECA est un mauvais traité, à mon sens, pour la Tunisie. C'est un peu aussi la faute des pays du Maghreb, dans la mesure où chaque pays a signé ou est en instance de signer un traité avec l'Union européenne, et les pays du Maghreb étant incapables de s'unir et de former un front uni, évidemment, chaque pays est trop faible pour discuter tout seul avec le mastodonte économique qu'est l'Union européenne. Mais le Maroc a signé avec les États-Unis. Aussi, tout à fait. Un traité de libre-échange. Tout à fait. À mon avis, très dommageable à l'économie marocaine. Voilà. Donc voilà un petit peu alors, les alliés traditionnels de la Tunisie ne s'alarment absolument pas d'un éventuel gouvernement Narda. Ils ont l'habitude de traiter avec eux et c'est pas du tout un problème pour les partenaires traditionnels de la Tunisie. Ce qui l'est davantage, c'est l'émergence de partis radicaux. Par exemple, la semaine dernière, l'ambassadeur de France a demandé à voir Ranouchi qu'il a rencontré pour lui dire est-ce que c'est de votre faute, mais enfin bon, les débordements extrémistes qu'il y a alarment quand même les communautés étrangères, et les ambassadeurs étrangers. Hein. Narda a juré ses grands dieux que c'était pas du tout, qu'au contraire, évidemment, maintenant on va voir. Bon. Alors, la corruption, bien sûr, vous avez tout à fait raison de parler, de rappeler cela. En fait, la corruption, depuis la chute de la dictature, a pris des habits différents en Tunisie. D'une certaine façon, sous la dictature de Ben Ali, le pouvoir contrôlait la corruption. Alors, elle était énorme, mais c'était là, pour le coup, un capitalisme de copinage, dans la mesure où, disons qu'il y avait à peu près 300 personnes, le clan, qui avait fait main basse sur la Tunisie. Et d'ailleurs, en 2014, il y avait eu un rapport de la Banque mondiale qui analysait ce main basse sur la Tunisie et concluait que le clan Ben Ali monopolisait en 2011 25% des actifs de l'économie tunisienne. C'était très féministe parce que Madame jouait un grand rôle. Madame jouait un grand rôle. C'était essentiellement la famille de Madame, effectivement, la famille Trabelsi.
Donc, voilà. Et démocratisation oblige. Après la Révolution, la corruption s'est démocratisée. Profondément. C'est-à-dire que vous avez de la petite corruption à tous les étages, et, qui est beaucoup plus grave, la grande corruption par des grands réseaux, souvent transnationaux d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que la Tunisie, elle est méditerranéenne, mais elle est aussi aux portes du Sahara. Et que le Sahara, aujourd'hui, c'est les plus grands réseaux transnationaux de commerce mafieux, informel, etc., etc. C'est-à-dire qu'il va des cigarettes aux armes, au trafic d'êtres humains, évidemment, et tout ce que l'on sait. La corruption, cette grande corruption, a ses entrées jusqu'au cœur de l'État. Il ne faut pas... Alors, effectivement, c'est un vote contre la corruption. Assez paradoxal, d'ailleurs. Parce que, évidemment, Nabil Karoui est un représentant de cette corruption. Mais, bon, il est allé caresser les pauvres. Quant à Kais Saïd, et ce qui est un des éléments incontestables de sa popularité, c'est que tout le monde le considère comme un homme parfaitement intègre. C'est-à-dire que lui, c'est un fonctionnaire. Il est maître assistant à la fac des sciences juridiques de Tunis. Sa femme est magistrate. Et ça fait 40 ans qu'ils vivent avec leur salaire. Voilà, avec un petit appartement, comme tout le monde. Enfin, c'est là aussi un processus d'identification de la part des Tunisiens. Incontestable, à mon sens. Et donc, il est évident, et même ses pires ennemis politiques disent, oui, c'est un homme parfaitement honnête, et qui a dit, moi, je vais m'attaquer à l'hydre de la corruption. Y arrivera-t-il? C'est une autre affaire. Mais la corruption a joué un rôle dans l'élection de Kais Saïd, incontestablement. Alors, l'islamisation, concrètement, il ne faut pas oublier, d'une part, et ça dure depuis longtemps, hein, même avant la Révolution, le parti Ennahda a beaucoup d'argent. Beaucoup. Je vous parlais des monarchies du Golfe tout à l'heure. Évidemment, les monarchies du Golfe, comme vous le savez, sont très riches et gâtent leurs alliés. Donc, Ennahda a beaucoup d'argent. Et depuis toujours, chaque fois qu'elle l'a pu, c'est-à-dire dans les périodes qui n'étaient pas des périodes de répression féroce, a fait une politique de la charité aussi, conditionnelle. C'était, on te donne le couffin, on paye l'ordonnance du médecin, des gens qui ne peuvent pas payer l'ordonnance du médecin, on paye les cours particuliers à tes gosses parce que sinon ils vont pas réussir. Mais bon, mets le voile quand même. C'est mieux. Hein, respecte Dieu. Et c'était vraiment ça les discours. Hein, je ne caricature absolument pas. Hein. Ensuite, depuis la Révolution, la liberté a un prix. L'ouverture d'écoles coraniques dans l'anarchie la plus totale et qui forment des générations également de jeunes formatés, si l'on peut dire, hein, à ces idéologies extrêmement réactionnaires. Donc, concrètement, les outils existent. Les outils existent et l'affaiblissement de l'État. Car on assiste incontestablement à un processus d'affaiblissement de l'État, fait que l'État n'a ni les moyens, ni peut-être la volonté d'ailleurs, il faut bien dire les choses, de mettre de l'ordre dans tout cela. Alors de temps en temps, il y a des opérations coup de poing. Par exemple, l'année dernière, il y a eu une école primaire à Al-Gheb, dans l'intérieur du pays, où on s'est aperçu, grâce à la dénonciation d'ailleurs du voisinage, hein, pas du tout grâce à l'action de surveillance de l'État, que c'était une école qui formait pas seulement des islamistes, mais des petits djihadistes. Hein. Des journalistes aussi. Comment ? C'est des journalistes qui ont... Effectivement, c'est une enquête, c'est-à-dire les voisins avaient, enfin, l'entourage avait, et des journalistes sont allés faire une enquête, et on s'est aperçu que les petites filles étaient voilées à partir de l'âge de 4 ans, que, voilà. Alors, et ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et l'État n'a ni le pouvoir, ni probablement la volonté dans certains de ces segments de pallier ce genre de dérive et qui est susceptible de former des parties de génération acquises à l'idéologie de l'islam politique. Alors évidemment, la Jamahiria, c'est un danger. Bon, c'est évident, c'est un danger. D'abord,
quels que soient les défauts de l'architecture constitutionnelle de la Tunisie, et il y en a beaucoup. Il y a des défauts de la loi électorale, il y a des défauts... Mais on ne bouleverse pas une constitution 4 ans, 5 ans après son adoption. C'est trop tôt, d'abord. Deuxièmement, on ne la bouleverse pas comme ça. Alors, il est évident qu'il convient de donner plus la parole aux masses réduites au silence, plus ou moins. Mais dans la constitution tunisienne, il y a plusieurs chapitres de cette constitution, enfin un chapitre et plusieurs articles, consacrés à la décentralisation. Bon. Et l'entreprise de décentralisation n'a pas encore commencé. Elle sera difficile, parce que une entreprise de décentralisation, d'abord, dans un État furieusement jacobin depuis l'indépendance, d'abord. Deuxièmement, depuis la Révolution, vous avez des formes de néo-tribalisme, en réalité dans l'intérieur du pays, extrêmement importantes. Alors, la tribu n'a plus de réalité économique, mais il y a une espèce de nostalgie néo-tribaliste qui fait que la décentralisation peut se traduire par des dissidences néo-tribales, etc. Donc, c'est un processus délicat qui n'a pas commencé réellement à être mené. Et donc, il faut trouver des formes incontestables de démocratie participative, dirais-je. On sait qu'il y a aujourd'hui un épuisement de la démocratie purement représentative, pas seulement en Tunisie d'ailleurs, c'est un phénomène mondial. Et trouver des formes de démocratie participative qui puissent impliquer... il y en a quelques-unes dans certaines municipalités, au niveau local, qui sont très intéressantes à étudier. Il est évident, à mon sens en tout cas, que le modèle Jamahiriya n'est pas la meilleure forme de démocratie participative. D'autres questions? Il y a Isabelle ici. Voilà. Oui, c'est une question sur le rôle que pourrait jouer l'UGTT aujourd'hui. Parce que l'UGTT, qui a quand même joué historiquement un rôle important, notamment dans la sphère politique, indépendance 2011 depuis, et qui semble aujourd'hui être davantage, enfin en tous les cas, avoir davantage d'investissement sur les questions économiques et les exigences sociales. Sur les questions économiques. Économiques et avec des exigences sociales. Plus que peut-être sur les questions politiques ou en tous les cas sur le terrain électoral. Quel rôle, dans le contexte actuel et compte tenu de l'importance de ces questions, quel rôle l'UGTT peut-elle, pourrait-elle jouer ou envisage-t-elle de jouer dans cette période? Merci. Derrière vous, là-bas, il y a 2 mains. Bonjour madame, merci pour votre intervention. Je voulais vous poser une question sur la problématique économique et au-delà de la corruption. Certaines voix se sont élevées contre un grand blocage aux grandes réformes économiques en Tunisie et qui a été malheureusement, à mon goût, peu soulevé par les partis au cours de cette campagne. C'est la mainmise de certaines familles aujourd'hui en Tunisie, ce qu'on appelle l'économie de rente et les différents verrous qui existent dans l'économie et qui sont aujourd'hui maintenus par certaines grands hommes d'affaires avec leurs familles. Je n'en citerai pas beaucoup, mais les Mabrouk, etc., qui d'ailleurs sont sortis à travers certains médias comme ayant des relations, notamment avec le Premier ministre tunisien sortant, Youssef Chahed, et qui finalement aujourd'hui, d'après ce que disent certains analystes, profitent et maintiennent ce statu quo tunisien, notamment par une mainmise sur les banques, sur les prêts, etc., et qui empêche justement la Tunisie de démocratiser son économie et de la rendre un peu plus concurrentielle à l'intérieur, sans forcément rentrer dans un libéralisme économique à l'international qui empêche l'avancement économique tunisien. Alors je voulais avoir votre avis sur la chose et son importance. Merci. Il y avait quelqu'un derrière, là-bas. Donc moi j'avais une question sur la... Plus fort, plus fort. J'avais une question... Pardon ? Donc j'avais une question sur la place des impérialismes politiques et économiques. Quel rôle justement ils jouent dans le développement de la Tunisie ? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de nouveaux impérialismes comme ceux justement des États du Golfe et en quoi ils vont jouer un rôle de blocage par exemple
dans ces mesures économiques ou sociales et politiques. Merci. Tout à fait devant. La dernière, voilà, ici. Oui, bien sûr. Mais on peut arrêter quand on veut. Est-ce que vous pouvez dire, selon vous, si la rhétorique de soutien à la Palestine, c'est un élément de langage rhétorique qui plaît à la jeunesse, ou s'il s'agit de quelque chose qui pourrait être mis en œuvre concrètement de la part de Saïd? Et aussi, pensez-vous que l'objectif de Saïd, c'est de renvoyer les parlementaires devant les électeurs et d'avoir un nouveau parlement, ou alors autre chose? J'ajoute que si j'ai bien suivi, un des tout premiers discours du nouveau président a été sur le devoir de solidarité avec la Palestine. Alors, pas le devoir de solidarité. Non, mais moi ça m'a frappé parce que dans le monde arabe en ce moment, c'est plutôt l'inverse, hein, pour être franc, pour parler clair. Donc, il a demandé avant le drapeau palestinien, c'est différent. Attendez. Bon, vous allez nous faire perdre une dernière illusion. Voilà. Je vais commencer par là. Non, c'est pas une question d'illusion. C'est qu'il y a différentes formes de solidarité avec la Palestine. Oui. Il y a des formes de solidarité efficaces et il y en a qui ne le sont absolument pas. Voilà. Voilà. Je dirais la chose. En ce moment, même celles qui ne le sont pas, sont bien. Non, mais laissez-moi donc là. Dans le débat qu'il a opposé à Nabil Karoui, il y a eu un débat télévisé 3 jours avant le deuxième tour. Un débat qui était assez nul d'ailleurs dans l'ensemble, étant donné que personne n'avait de programme. Mais, tout d'un coup, la question de la normalisation avec l'État d'Israël est ressortie. Il faut dire que c'est un serpent de mer en Tunisie. On ne parle pas de solidarité avec la Palestine, hein, dans les milieux hyper-nationalistes arabes, on parle de la criminalisation de la normalisation avec l'État d'Israël, le serpent de mer du tatbir, comme on dit en arabe. Bon, ça existe depuis 2011, depuis la haute instance, et on a tendance à confondre beaucoup de choses, dans la mesure où j'étais moi-même membre de la haute instance pour la sauvegarde des objectifs de la révolution, patati patata. Il y avait un certain nombre de gens qui voulaient inscrire l'interdiction de la normalisation avec l'État d'Israël dans la Constitution. Bon, certains, parfaitement nationalistes et solidaires du peuple palestinien, disent attention, nous sommes solidaires du peuple palestinien, mais ça n'a pas à figurer dans la Constitution, c'est pas un principe constitutionnel. Deuxièmement, le président de la haute instance, à l'époque, avait dit quelque chose de très raisonnable, Riyad Ben Achour, en disant « Je serai contre la normalisation tant que les Palestiniens seront contre la normalisation. Le jour où les Palestiniens seront pour, je serai pour. Mon devoir est de suivre les Palestiniens. » Bon. Or, il y a une autre tendance en Tunisie qui dit « Les Palestiniens, on s'en fout. » En gros, hein. D'ailleurs, ce sont des traîtres à la cause arabe. Les Palestiniens, hein. Bon, je me souviens, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, où la Shahid s'était fait agresser. On lui dit, mais pourquoi vous parlez avec des Israéliens? Vous êtes traîtres à la cause arabe. Bon, parce qu'il y a quand même des délires. Hein, donc, c'est quoi que fassent les Palestiniens, même s'ils font la paix un jour avec Israël, nous ne devons jamais faire la paix. Nous ne pouvons pas normaliser nos relations avec l'entité sioniste. Donc, vous voyez que c'est pour ça que je disais qu'il y avait des formes de solidarité parfaitement cohérentes et efficaces, et d'autres qui le sont un peu moins, si vous pouvez avoir mon avis. Bon. Et donc, c'est là-dessus que ça s'est focalisé. Hein. C'est-à-dire que, lors du débat, je ne sais pas qui a posé la question de la normalisation, et il y a eu un assaut, une surenchère. Nabil Karoui a dit « ça sera ma priorité de faire un article supplémentaire de la Constitution pour inscrire le tadbir ». À ce moment-là, Saïd a dit « de toute façon, nous sommes en guerre avec Israël, et donc c'est la guerre. Et toute forme de relation sera assimilable à de la haute trahison ». Bon, donc ça a soulevé, alors évidemment, des débats éternels qui sont toujours les mêmes débats depuis toujours, en disant qu'est-ce que c'est la solidarité avec le peuple palestinien. Bon, c'est un débat qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, hein, mais c'est la solidarité avec le peuple palestinien. On fait quoi? C'est quoi? On se bat jusqu'au dernier Palestinien. Donc là, alors Saïd a dû d'ailleurs faire une mise au point
a fait une mise au point en disant non, non, mais je suis contre la normalisation, mais j'ai rien contre les juifs. Parce qu'effectivement, sur les réseaux, le mélange a pris des proportions. Bon, voilà, en gros, hein, sur la normalisation. Donc, de toute façon, moi, je pense que la situation sera celle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire... Alors, il y a des questions qui se posent, et ça va être des questions concrètes. Par exemple, en fermant les yeux, vous savez qu'il y a un pèlerinage très célèbre en Tunisie, qui est le pèlerinage de la Riba, à Djerba, qui attire chaque année plusieurs milliers de pèlerins, dont un bon millier viennent d'Israël, avec des passeports israéliens. Alors, comment ça se passe ? Ils laissent leur passeport israélien à la police leur donne une feuille de papier qui est un laissez-passer en Tunisie, et quand ils repartent, ils reprennent leur passeport. Ça se passe comme ça. Bon. Et Qais Saïd a dit « Aucun détenteur d'un passeport israélien n'entrera désormais en Tunisie. » Bon. Alors tout ça, ça fait partie des points d'interrogation. On n'en sait rien, en réalité. On ne sait pas comment ça va se passer concrètement. Hein. Voilà, mais voilà, comme dans tous les pays arabes, officiellement, il n'y a pas de relation. Il y a eu quelques relations sous Ben Ali. Il y avait même un chargé d'affaires israélien en Tunisie pendant quelques années et un chargé d'affaires tunisien en Israël, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères d'ailleurs, Khmez Zinewi, qui a été chargé d'affaires. Voilà. Moi, je suis personnellement absolument d'accord avec ce que vous dites. On sait très bien que la surenchère sur ces questions ne sert personne, en tout cas pas les Palestiniens. En tout cas pas les Palestiniens. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même dans un contexte très particulier où il n'y a plus quasiment de voix, je ne parle pas de voix arabes, parce que ça, il y en a beaucoup, mais de voix de dirigeants au premier plan arabe, qui est encore une parole de solidarité, une parole... Alors ça pose de sacrés problèmes, c'est-à-dire ça montre à mon sens, les renversements de rapports de force à l'échelle de toute la région. Vous avez tout à fait raison. Mais ce que l'on peut remarquer, et qui pose question, c'est que la solidarité avec la Palestine est inversement proportionnelle à la proximité géographique avec le conflit. Donc, plus on est loin, plus on est solidaire. Excusez-moi, vous ne pensez pas que tant que le conflit israélo-palestinien existe, il y aura toujours ces... Mais bien sûr que oui. Voilà. Mais bien sûr que oui, ce qui est tout à fait, d'ailleurs, il ne peut pas, vu la politique de l'État d'Israël aujourd'hui, qui est une politique de colonisation dont tout le monde a les preuves, comment dire... Et d'annexion, maintenant. Et d'annexion. Maintenant, ça va beaucoup plus loin qu'une simple colonisation, puisque c'est une annexion pure et simple, qui ne dit pas pour l'instant son nom, mais une annexion pour ça. Donc il est évident qu'il ne peut pas y avoir de normalisation possible avec l'État d'Israël. Simplement ce que disent, on va mettre les raisonnables. Si un jour il y a un accord de paix, qui ne soit pas un accord léonin en défaveur des Palestiniens, s'il y a une reconnaissance de l'État palestinien, si les Palestiniens reconnaissent la coexistence, ce n'est pas aux Tunisiens de dire « Ah non, on ne la reconnaît pas ». Voilà, c'est tout. Hein. Mais ce qui était le futur à l'époque d'Oslo, ou qu'on pensait être le futur, est devenu de la science-fiction pour l'instant. De la fiction, bien entendu. Et avec, quand même, j'y insiste, des dirigeants arabes, à commencer par Mohamed Ben Salman. Enfin, il n'existait pas à l'époque. Non, mais qui aujourd'hui... Non, il n'était pas né. Hein, non, mais aujourd'hui... il n'était pas né. Il a 32 ans. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'affirmation de la recherche de l'alliance avec les États-Unis et Israël. En passant sur le dos des Palestiniens. Voilà, bien sûr, c'est évident, ça. Alors, dernière question, parce que je n'ai pas répondu aux autres. Non, j'allais dire, n'oublions pas... Non, là, si vous n'avez pas de micro, la vidéo vous entendra. Parce que je n'ai pas répondu. Bon, en fait, ce n'est pas une question, mais je voulais juste rajouter qu'il ne faut pas oublier que c'est Bourguiba qui s'est fait jeter par tous les pays arabes quand il a parlé de normalisation. Le fameux discours de Jéricho. Voilà. 65. Donc, et vous savez ce qu'il avait dit Bourguiba à l'époque? Il faut négocier maintenant parce que dans 20 ans, on n'aura plus rien à négocier. Oui. Il n'avait pas tort. Finissons avec les questions. Parce qu'il y en a qui ont pas mal. Voilà. Alors, la question des impérialismes. Vous savez, je dirais, une des chances de la Tunisie, c'est un pays qui n'a pas de ressources. Donc, il suscite très peu de convoitises. Il n'y a rien en Tunisie. Oui, il y a de l'huile d'olive, elle est très bonne. Hein. Les phosphates, c'est fini.
C'est-à-dire que les phosphates, aujourd'hui, d'abord, la Tunisie en exporte extrêmement peu, vu la crise de la compagnie des phosphates de Gafsa, qui est pas loin de mettre la clé sous la porte aujourd'hui. Hein. Mais, en fait, le marché mondial des phosphates est aujourd'hui accaparé par le Maroc, en grande partie et par le Canada. Hein. Les deux plus grands exportateurs mondiaux de phosphates sont le Maroc et le Canada. La Tunisie arrive loin derrière, hein, le quatrième, parce qu'il y a le Togo également, qui est un gros exportateur de phosphate. Mais, en fait, le phosphate, c'est une destinée de relativement court terme. Parce que s'il y a, dans la perspective du changement climatique, ce dont les Tunisiens se fichent éperdument, parce que s'il y a bien une question qui ne traverse pas les problématiques socio-économiques en Tunisie, c'est la question de l'environnement. C'est que, à terme, les phosphates sont condamnés parce qu'on fera de l'agriculture sans phosphate, sans nitrate, sans azote. Ça, donc, or, les phosphates, c'est uniquement pour l'agriculture, c'est de l'engrais. Et donc, on est à une fin. Alors, dans 20 ans, je ne dis pas que ça sera du jour au lendemain, mais dans une fin programmée des engrais azotés. Il faut mettre toutes les choses en même temps. Voilà. Donc, la Tunisie est un pays qui a peu de ressources. Ayant peu de ressources, elle suscite peu de convoitises. Et c'est un atout. Dans le monde d'aujourd'hui, susciter peu de convoitises est un atout. Alors, en fait, depuis 2011, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'une certaine façon sauver le soldat Tunisie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire sauver le soldat Tunisie? C'est que la Tunisie est le seul pays aujourd'hui issu de ce que l'on a appelé les printemps arabes, qui n'est ni en guerre, ni en restauration dictatoriale, ni en... Bon, c'est un pays en paix, où bon, ça marche mal, mais c'est pas tout à fait arrêté. Et donc, les pays occidentaux donnent un peu, avec évidemment en espérant des dividendes de retour, bien sûr, essayent de faire en sorte que les gouvernements qui se succèdent dans ce petit pays, eh bien, leur soient favorables, bien évidemment, et aujourd'hui veulent sauvegarder la Tunisie. Il y a la Libye d'un côté, dont vous savez comment elle se porte, et l'Algérie de l'autre, dont on ne sait pas comment elle se portera dans quelques mois. Bon. Donc la Tunisie, il faut... alors évidemment, il y a des convoitises, mais elles sont moins importantes qu'ailleurs, les convoitises en Tunisie. Elles ne sont pas... Bon, alors évidemment, les impérialismes sont ce qu'ils sont, mais enfin, ils vont vers des régions beaucoup plus prospères. Les impérialismes regardent le Congo. La Tunisie a une valeur géostratégique. Elle n'a pas de valeur économique. Elle a une valeur géostratégique. Et encore, là aussi, une des chances de la Tunisie, c'est d'être loin de la question israélo-palestinienne. Parce qu'elle n'est pas au cœur des drames du Moyen-Orient. Et c'est un atout. Alors, l'UGTT, c'est une bonne question. Donc, vous savez à quel point l'UGTT est un acteur important en Tunisie. Depuis 1945, date de sa création. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de l'UGTT aujourd'hui. L'UGTT a eu un rôle extrêmement positif dans la Révolution de décembre 2011, décembre 2010, janvier 2011, dans la mesure où, alors que la direction centrale était inféodée au pouvoir, mais les directions locales de l'UGTT se sont tout de suite jointes à l'insurrection et ont aidé l'insurrection à se structurer, et d'ailleurs la direction centrale a été virée très vite après la Révolution. Ensuite, dans les soubresauts graves dont je vous parlais tout à l'heure, entre 2011 et 2013, à l'époque de la Troïka, l'UGTT a été attaqué, d'ailleurs, le siège de l'UGTT a été attaqué à l'époque par des commandos salafistes, et a joué un rôle modérateur et a été un des acteurs de ce qu'on a appelé le dialogue national, le quartet du dialogue national qui a aidé, disons, à sortir d'une crise extrêmement grave. C'était l'UGTT, le syndicat patronal, l'UTICA, l'équivalent tunisien du MEDEF, la Ligue des droits de l'homme et l'Ordre des avocats. Voilà quels ont été les 4 acteurs qui a été récompensé par le prix Nobel en 2015, le prix Nobel de la paix. Donc, depuis 2014-2015, d'abord, la mue de l'UGTT, qui n'est pas une mue forcément positive, je vais faire ça en 2 minutes, oui, mais qui est une mue que connaissent un peu tous les syndicalismes de ce type, c'est que la base
de l'UGTT, c'est la fonction publique. Bon. Et que donc, l'UGTT est devenu prioritairement un syndicat de défense des acquis de la fonction publique. Bon. Et laisse un peu de côté, je vous assure que l'UGTT se fiche pas mal des ouvrières agricoles transportées comme du bétail et payer la moitié des ouvriers agricoles dont le salaire déjà n'est pas très élevé. Et qu'il y a eu un scandale il y a quelques mois, puisque des ouvrières agricoles qui étaient transportées comme du bétail, la camionnette qui les transportait a eu un accident, il y a eu 12 ou 13 mortes, et qu'à ce moment-là, le GTT a dit oui, c'est vrai, il faudrait quand même qu'on commence à s'en occuper. Bon, donc c'est un syndicat de la fonction publique, avec tous les défauts que ça peut impliquer. C'est-à-dire que, par exemple, le syndicat de l'enseignement secondaire est aujourd'hui un syndicat qui est très critiquable, à mon sens, dans la mesure où il prend en otage les élèves pour des revendications salariales parfois irréalistes. Bon. Mais le GTT a toujours un rôle politique important et peut avoir un rôle de régulateur de la vie politique centrale. D'ailleurs, entre les deux tours des élections, le quartet s'est réuni. L'UGTT, l'UTICA, la Ligue des droits de l'homme et l'Ordre des avocats, ils se sont réunis en disant, en cas de crise, on fait quoi? Donc, spontanément, ce quartet a repris du service pour dire, il faut qu'on soit là s'il y a crise. Et le secrétaire général de l'UGTT a dit récemment, tout récemment, au vu des débordements extrémistes dont je vous parlais, du retour au premier plan des salafistes, etc., nous ne laisserons pas toucher au mode de vie des Tunisiens. Il l'a dit dans une conférence publique. Donc là, le GTT reprend des marques politiques qui sont intéressantes. Voilà, je crois que j'ai peut-être pas répondu à tout, mais j'ai essayé de répondre à tout. Merci infiniment, en tout cas, c'était absolument passionnant.